Bonjour et bienvenue sur ce plateau TV Énergie renouvelable et territoire du salon Bipositive 2019. C'est un plateau TV sur lequel on décrypte 12 sujets clés de la transition énergétique en 2019, dont la question du stockage, et plus précisément des batteries pour ce sujet aujourd'hui, un sujet intitulé « Centralisé ou décentralisé, quel marché pour le stockage par batterie ?» Je vais avoir le plaisir d'en parler avec Arthur Arregui de Casanova. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes directeur transition énergétique chez Capgemini Invent. Et avec Jean-Charles Bolotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de projet chez Energy Pool. Et donc ensemble, nous allons parler de la question du stockage, un vaste sujet qui touche beaucoup de domaines. Arthur Arregui, je vais peut-être déjà vous demander de nous dresser un peu le panorama des différents usages du stockage par batterie et quels sont ceux qui portent ou qui vont porter le développement en priorité des batteries. Très bien. Alors la première chose peut-être à rappeler, c'est que je pense qu'on parle beaucoup de lithium ici. Les batteries au lithium, elles se sont d'abord développées pour du stockage d'électricité dans les appareils mobiles, les téléphones, les ordinateurs, etc. Et aujourd'hui, ça reste quand même un gros volant de marché sur ces applications. Bien sûr, on pense maintenant aux véhicules électriques et à des applications stationnaires du stockage. Là, il y a un ratio qu'on donne souvent, c'est de dire qu'il y a à peu près 10 fois plus de volume de batteries utilisées pour des véhicules électriques par rapport à des applications stationnaires. Le volume en kilowattheure, on parle stocké Exactement, en gigawattheure, voilà, en l'occurrence, tout à fait. La deuxième chose qu'il faut bien distinguer, au-delà de centraliser ou décentraliser, c'est un petit peu les usages qu'on va avoir de la batterie. On va avoir soit des usages qu'on va dire en énergie, où l'objectif c'est bien de stocker de l'énergie pour la restituer plus tard. On va utiliser ça notamment pour améliorer l'autoconsommation ou dans les véhicules électriques, c'est bien l'objectif. Ou alors des usages en puissance, où l'objectif là ça va plutôt être en général d'aller faire de la régulation de fréquence. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'énergie, par contre on a besoin d'avoir potentiellement beaucoup de puissance. Alors si on commence peut-être par, vous avez cité les voitures électriques, par la question de la mobilité. Est-ce que vous pouvez nous aider à quantifier un peu justement ce marché aujourd'hui, à la fois en termes industriels et aussi de la demande, où est-ce que ça se situe déjà géographiquement et puis en volume, est-ce que vous avez des chiffres ou des ordres de grandeur à nous donner ? Alors bien sûr, alors la demande elle est partout dans le monde, mais on va dire qu'elle est surtout concentrée en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, particulièrement en Chine. La fabrication des batteries, elle est quasiment exclusivement asiatique, notamment chinoise et coréenne. Les chiffres de 2018, en gros, on a eu 2 millions de véhicules électriques qui ont été vendus en 2018. Dans le monde. Dans le monde, tout à fait, et dont 50% ont été vendus en Chine, qui est en fait le marché le plus actif. Donc on a plus d'un million de véhicules électriques qui ont été vendus en Chine. Ensuite, c'est les États-Unis, le gros marché, avec 350 000 véhicules, et le reste est principalement sur l'Europe. Après, en termes de part de marché, évidemment, ça reflète des choses un petit peu différentes. La Chine a une très belle part de marché qui est même au-delà de 4% aujourd'hui sur le véhicule électrique, ce qui est énorme vu la taille de leur marché. D'autres pays européens ont aussi, mais c'est des plus petits marchés, ont des parts de marché très élevées. On pense notamment à la Norvège ou à l'Islande, mais c'est des petits marchés qui ont des parts de l'ordre de 50 ou 20%. Les autres pays européens plus matures, comme on connaît comme la France, le UK ou l'Allemagne, ont en général des parts de marché entre 1 et 3 ou 4%. Et quelle perspective on peut avoir ? Est-ce que c'est un décollage ? Ça y est, on est dans le décollage ou est-ce qu'on est encore dans des balbutiements ? Ça dépend des géographies, évidemment. Dans certains pays, c'est déjà mature. On parlait de la Norvège, qui est maintenant à plus de 1 véhicule sur 2 vendu qui est électrique. Mais tout le monde constate une explosion des ventes. On peut citer BNEF, Bloomberg, qui est toujours assez bullish, on va dire, dans ses prévisions, mais qui prévoit 30% de véhicules électriques vendus à l'horizon 2030 au niveau mondial. Quand on parle mobilité, on pense évidemment aux voitures électriques, mais on voit aussi de plus en plus de scooters électriques, de trottinettes, je ne sais pas quoi d'autre. Est-ce que ça, c'est un micro-marché ou est-ce que c'est vraiment un marché dont il faut tenir compte sur la question du stockage ? Alors vous avez raison, la mobilité, ce n'est pas juste les voitures de particuliers, on a d'autres applications. Alors la première, on va dire, qui est le plus mature, ce sont les bus électriques. Encore une fois, c'est un marché qui est principalement drivé par la Chine, où il y a des centaines de milliers de bus électriques qui sont vendus. Il y a des villes qui sont passées entièrement aux véhicules électriques. On pense notamment à Shenzhen, qui a une flotte de 18 000 bus électriques aujourd'hui en opération. C'est 100% de leur flotte.
En Europe, c'est plutôt des villes justement qui vont driver ces changements. Par exemple, Paris qui a décidé de remplacer 4800 bus aujourd'hui diesel ou hybride en pur bus électrique. Après, il y a d'autres applications que vous avez mentionnées, les vélos, les motos. Encore une fois, c'est la Chine qui va porter principalement ça. Et puis, on a d'autres applications un peu plus originales, par exemple les ferries électriques. C'est quelque chose qu'on voit se développer très fortement dans les pays scandinaves. Par exemple, en Norvège, c'est les champions du ferry électrique. Ils ont besoin de ferries pour passer d'île en île, pour des petites distances. Et ils ont des obligations aussi de réduire leurs émissions. Et donc, c'est une solution qui se développe aujourd'hui. La vérité, c'est qu'entre les poids lourds, les ferries, des usages très lourds de la mobilité, il y a une concurrence qu'on voit entre les batteries chimiques, le gaz naturel aujourd'hui et l'hydrogène demain. Ça fait déjà beaucoup d'usages et d'applications pour le stockage. Vous, chez Energy Pool, Jean-Charles Bolotte, vous n'êtes pas dans la mobilité encore. Dites-nous peut-être en 2 mots déjà Energy Pool, quel est son métier ? Alors déjà, Energy Pool a été fondé en 2009. Le métier principal, c'est d'optimiser et de piloter la consommation électrique des utilisateurs type industriel ou bâtiments secondaires. Donc actuellement, on supervise un portefeuille au niveau du monde de 6 gigawatts, répartis sur une dizaine de pays, et on a une centaine de collaborateurs. Vous faites des effacements de consommation ? C'est ça. Effacement, en fait, on est actif, on valorise toutes les flexibilités des industriels sur les marchés de l'énergie, que ce soit aussi bien chez RTE que sur le mécanisme d'ajustement. Alors, si on vous a invité pour parler de stockage, c'est parce que vous commencez à vous intéresser tout de même aux batteries pour des usages plus stationnaires. Alors, je ne dis pas pour les voitures électriques, mais justement comme pour intégrer ça à votre offre de flexibilité. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les batteries vous intéressent dans ce domaine-là ? Eh ben, en fait, les batteries ont une capacité principale, c'est une dynamique de réponse qui est très rapide, comparée à d'autres systèmes. Que pour le moment, elles sont arrivées à des prix assez intéressants. Et du coup, il y a eu pas mal de développeurs, de projets ENR qui sont intéressés à dire voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de mettre en place des systèmes de stockage comme ça se fait déjà dans les îles, mais de le faire en métropole pour participer au mécanisme de régulation de fréquences et d'énergie du réseau électrique français. Et du coup, on a mis en place un premier projet là, qui a démarré cette année. Alors justement, dites-nous-en un peu plus, parce que c'est pas vous qui fabriquez les batteries. Alors non, nous on fabrique pas les batteries, on est opérateur, c'est-à-dire qu'on arrive dans les derniers dans la chaîne de projet en fait. Avant, il y a tout le développeur de projet avec qui on travaille, qui a monté le projet, qui a trouvé les financements, qui a validé son business model et qui nous a donc confié l'opération de cette première batterie. Et après, on a un volume de batteries d'une trentaine de batteries. Et du coup, notre métier là sur cette phase-là, c'est d'accompagner les développeurs de projets pour les valoriser sur les marchés. Et après, c'est aussi de permettre aux industriels de bénéficier de ces systèmes de stockage pour d'autres usages et les combiner en fait avec leur flexibilité pour les valoriser. Alors vous l'avez évoqué, là vous veniez de signer un partenariat avec le groupe NW. C'est ça. Et du coup, c'est un projet qui porte sur quelle batterie ? On parle de quelle capacité ? Donc c'est une batterie de 1 MW, 1 MWh environ, et batterie technologie lithium-ion. Je ne peux pas vous dire le nom du fournisseur et le nom des différents organes. Mais donc elle a été installée en milieu d'année dernière. On l'a certifiée auprès de RTE en début janvier et elle opère sur le marché de la réserve primaire depuis le 7 janvier. Donc c'est tout nouveau, ça a 1 mois. Et du coup, comment vous valorisez cette flexibilité ? Vous répondez à la demande de RTE ? Alors en fait, la batterie est couplée à RTE via notre centre opérationnel. RTE envoie des consignes et ces consignes sont redistribuées aux différents systèmes avec lesquels on travaille, dont la batterie. Et la batterie donc répond aux fréquences, module sa consommation en injection ou en soutirage pour répondre aux contraintes de RTE. Et pour vous, c'est un outil de flexibilité comme un autre ? Alors pour nous, c'est un premier outil de flexibilité et après, ce qu'on va vouloir faire, c'est la grouper avec des industriels
pour pouvoir grouper les différentes fonctionnalités qu'offre une batterie. Elle peut tout à fait servir de fonction UPS, elle peut aussi servir à remplacer des groupes de secours, puisqu'en général, souvent chez les industriels, on a des groupes de secours qui fonctionnent au diesel, qui fonctionnent sur, on va dire, peut-être 10-15 minutes souvent pour éteindre proprement certains systèmes de secours. Et du coup, cette batterie-là permet de faire les deux en même temps, en fait. L'idée, ce serait d'avoir ces batteries chez les industriels. Ça, c'est l'étape d'après. Et après, RTE estime aussi qu'il y a un potentiel pour avoir des batteries entre guillemets stationnaires d'un potentiel de 300 MW, je crois. En Allemagne, ils sont déjà à plus de 600 MW, je crois, de batteries sur le réseau, installées sur le réseau. Et vous-même, du coup, vous avez chez Energy Pool, vous avez déjà des perspectives d'autres mégawatts dans l'année 2019. Vous en avez combien? Il y en a qui arrivent. Après, je peux pas vous donner de chiffres. Toujours avec le groupe NW? Avec le groupe NW, ouais. D'accord. Alors Arthur Haregui, vous avez parlé de la mobilité. Là, c'était un exemple stationnaire de soutien au réseau pour le réglage en fréquence du réseau. Sur ce stockage stationnaire aujourd'hui, est-ce que vous pouvez aussi nous balayer un peu l'état de ce marché? Est-ce que c'est quelque chose de très émergent ou c'est quelque chose qui a déjà une réalité commerciale, industrielle? Alors quelque chose que vous avez commencé à mentionner qui est très intéressant, c'est que la batterie, elle peut avoir plusieurs usages, beaucoup d'applications différentes, et une même batterie peut avoir ces différentes applications. Aujourd'hui, les services réseau, c'est la principale utilisation du stationnaire dans le monde. Il y a notamment les US, le UK, l'Allemagne, qui a déjà développé beaucoup de projets utilisant des batteries pour cet usage-là. Il y a également des usages qu'on voit apparaître de couplage en fait, de batteries avec des centrales solaires ou éoliennes de grande taille. L'objectif est en fait, de stocker l'énergie quand elle est vraiment pas du tout chère sur le marché pour pouvoir optimiser les prix de revente. Donc ça, on voit des premiers projets qui apparaissent comme ça, notamment avec des batteries de seconde vie qui sont moins chères. Ensuite, il y a des usages résidentiels ou chez des gros consommateurs d'énergie, et c'est ce que Energy Pool voudrait faire à l'avenir. Là, on peut faire plein de choses. Les applications peuvent être différentes. Ça peut être ce qu'on appelle du time shifting, c'est-à-dire utiliser l'énergie quand elle est pas chère, justement, et la mettre dans la batterie pour la consommer plus tard. Ça peut être de l'écrêtage pour baisser la puissance d'appel au réseau, ou de l'optimisation d'autoconsommation, par exemple. Et en France, si on prend la France, est-ce qu'il y a dans tout ce panorama que vous avez décrit, sur quel segment est-ce qu'il y a des choses qui commencent à émerger? Alors, en France, on va dire que la première chose qui s'est faite, c'est les ZNI, toutes ces fameuses zones qui ne sont pas connectées. Ça a beaucoup d'intérêt d'aller mettre du stockage, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de générateurs diesel qui permettent de gérer le réseau. L'intermittence des renouvelables aussi qu'on installe sur ces îles ou sur ces zones. Donc, il y a tous les premiers projets stationnaires, c'était surtout là-dessus. La partie, on va dire, résidentielle ou CNI, c'est-à-dire pour les clients commerciaux et industriels, c'est quelque chose qui en France est encore totalement émergent. Et il y a quelques gros projets de réseau. C'est intéressant le projet de Energy Pool. Il y a aussi, on peut parler du projet de RTE qui s'appelle Ringo, qui est une ligne virtuelle en fait entre plusieurs points. Et vous, chez Energy Pool, vous sentez qu'il y a déjà une demande, un besoin en France? Il y a de la place sur le marché? Alors en fait, il y a donc, comme le disait Arthur, il y a déjà pas mal de place à mettre en place sur le réseau principal qui est le réseau RTE. Après, Enedis commence à s'ouvrir au sujet de la flexibilité. Ils ont lancé là actuellement des expérimentations locales. Parce qu'ils estiment qu'au niveau flexibilité, ils pourraient avoir des gains de 90 000 euros par mégawattheure et que la somme de ces gains pourrait atteindre 65 millions d'euros à l'horizon de 2030. Enfin, la somme de tous ces gains jusqu'en 2030, ce serait 65 millions d'euros. Et donc, du coup, dans le cadre de ces expérimentations, c'est en train de venir. Et après, c'est un problème réglementaire qu'il faut que ça débloque au niveau d'Enedis, puisque le métier d'Enedis jusqu'ici n'était que de distribuer. Et nous, on a participé, Energy Pool a participé à un projet qui s'appelait Evolve DSO il y a 2-3 ans maintenant, qui était dont le but était d'aider les GRD, donc les gens comme Enedis au niveau européen, à voir comment intégrer les flexibilités dans leur activité. Et c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place petit à petit et qui va ouvrir d'autres portes pour le stockage, pour coupler le stockage à l'autoconsommation, à la flexibilité, pour faire un peu des microgrids et des smart grids locales. Et dans ce développement entre les ferries, on n'en a peut-être pas en France, mais entre les voitures électriques, les applications stationnaires, etc., est-ce qu'il y a une concurrence ou pas du tout?
Non, pas du tout. Au contraire, chacun profite de la croissance de l'autre pour augmenter les assets industriels et réduire les coûts. Donc dans ce contexte-là, je crois qu'il y a des chiffres un peu assez exponentiels sur le besoin en batterie, et l'Union européenne a affiché un peu ses velléités de se positionner par rapport, vous citiez les Asiatiques, les industriels asiatiques. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour que l'Europe se positionne sur les fabrications de systèmes de stockage? Alors aujourd'hui, effectivement, ce qu'on appelle les gigafactories, donc ces usines qui produisent plusieurs gigawattheures de batteries, elles sont principalement situées en Chine et en Corée. Et à vrai dire, l'Europe ne s'est pas vraiment battue au début pour ça. Il y a une initiative qui s'appelle la European Battery Alliance, qui a été lancée par la Commission européenne, justement pour dire on a besoin, c'est un sujet qui est clé, et donc on a besoin de recréer un tissu industriel autour de la batterie. C'est un marché qu'on estime à plusieurs centaines de milliards d'euros à l'horizon 10 ou 15 ans, donc il faut qu'on soit présent. Et justement, présent sur toute la chaîne de valeur. Ou est-ce qu'il y a des volets de la chaîne de valeur ou c'est déjà un peu trop tard? Alors, l'intérêt, évidemment, c'est de se dire où est-ce qu'il y a des maillons de la chaîne de valeur, où est-ce qu'on va vraiment investir. Sur toute la partie application, on est déjà bon. De toute façon, c'est des choses qui sont locales. Le cas qui a été présenté ici est très, très intéressant. La question se pose aussi sur la construction des cellules. Effectivement, c'est ça qui aujourd'hui manque cruellement. Parce que à la limite, la partie faire des packs et des modules, on est capable aussi aujourd'hui de le faire dans une moindre mesure en Europe. Il y a des acteurs asiatiques qui commencent à s'installer en Europe avec des gigafactories parce qu'ils comprennent qu'on va leur demander aussi d'être présents sur notre territoire pour ensuite fournir notamment à des constructeurs automobiles. Donc ça va être le cas par exemple de Samsung ou de CATL aujourd'hui qui ont des projets. Mercedes ou BMW ont également annoncé des projets en Pologne ou en Allemagne de ces fameuses gigafactories. Le maillon qu'il ne faut surtout pas rater, c'est celui du recyclage. Parce qu'il n'y aurait rien de pire que d'acheter des batteries à des pays étrangers et ensuite de leur renvoyer les batteries dont on ne sait plus quoi faire et de leur renvoyer le lithium, le cobalt, etc., pour ensuite leur racheter de nouveau. Donc c'est sur ce maillon-là qu'il y a un enjeu absolument crucial. Alors, chez Energy Pool, on l'a dit, votre métier, c'est pas de fabriquer donc, les batteries. J'imagine que vous n'allez pas m'annoncer aujourd'hui que vous allez vous lancer dans une gigafactory. Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe ou pas quand même, cet enjeu industriel, ou vous, tant que vous avez aujourd'hui des confiances sur la technologie qui existe? Je dirais pour le moment, nous on arrive en bout de chaîne de valeur sur de la valorisation et de l'opération, donc on n'est pas impacté directement. Après, c'est sûr qu'on voit un intérêt à ce que pour nos clients, ces batteries, on puisse les recycler rapidement, facilement, à moindre coût. Puisque une batterie, actuellement, elles ont des durées de vie d'une petite dizaine d'années. Quand il faut aller changer un rack, s'il faut aller racheter un rack en Corée et le ramener ou le faire recycler en France, c'est incomparable. C'est incomparable, voilà. Alors à défaut de cet enjeu industriel, est-ce que vous voyez d'autres freins aujourd'hui quand même en perspective? Qu'est-ce qui vous garantit que tout ça va bien fonctionner? Je dirais, nous, ce serait plus des freins réglementaires qu'on voit. Il y a déjà, on voudrait qu'il y ait une harmonisation des règles européennes sur les marchés de l'électricité avant une intégration, puisque au niveau de l'ENSOE, donc qui est l'organisme qui regroupe tous les GRT, tous les gestionnaires de réseau, les équivalents RTE au niveau européen, ils souhaitent intégrer les marchés, mais en fait les règles ne sont pas les mêmes pour participer en France ou en Allemagne par exemple. Donc du coup on dit harmoniser déjà les conditions de participation avant d'intégrer les marchés. Après il y a différents freins réglementaires sur la France. Typiquement, il y a des freins réglementaires sur la certification. Actuellement, on a un cadre réglementaire qui est assez précaire, qui est valable que jusqu'en 2020. Derrière, on travaille avec des investisseurs qui, eux, travaillent sur des projets qui ont des rentabilités de plus de 2020, les projets doivent durer 10 ans. Donc du coup, si on leur dit, votre système, il est certifié jusqu'en 2020 et après, faut remettre les sous pour le recertifier. C'est sûr que c'est pas très convaincant. Est-ce qu'on avance un petit peu, on progresse sur la question de qui est chargé d'opérer les batteries, les systèmes de flexibilité dans le réseau? Vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est pas le métier d'Enedis historiquement
Après, c'est la position de RTE et de Enedis. Eux, ils sont là pour mettre à moyen les outils et après, ils créent un marché. Dans le cadre d'expérimentation de Enedis, ils vont mettre en place ils ont mis en place une prime une rémunération quand les industriels s'effacent dans leur cadre d'expérimentation. Voilà, après, il faut qu'ils créent des marchés. Je veux dire, il y a des économies d'un côté, il faut que les gens qui participent à faire ces économies soient rémunérés. C'est une forme d'équilibre financier. Alors, on parlait d'équilibre financier, peut-être justement en guise de conclusion, tout ce panorama, vous l'avez un peu évoqué, est-ce que ça effraie les investisseurs aujourd'hui ou pas? Je sais pas, au niveau français d'une part et peut-être européen? Alors en fait, à vrai dire, c'est un vrai frein. L'éducation aujourd'hui des investisseurs, c'est quelque chose qui est très très compliqué. On l'a mentionné à plusieurs reprises au cours de cette table ronde. Le nombre de services qu'on peut stacker avec une batterie, c'est extrêmement complexe. Entre les services réseau, l'autoconsommation, l'écrêtage, etc., c'est extrêmement complexe. Pour des investisseurs qui étaient habitués à traiter, par exemple, d'actifs renouvelables, où on installait des panneaux, il y avait un TRI et c'était très simple pendant 20 ans, etc., là, il y a une complexité qui est beaucoup plus importante. En fait, si je peux me permettre d'intervenir, tous les développeurs de projets passent d'un modèle où ils avaient une rémunération garantie à une rémunération où ils sont exposés au marché. Du coup, si en plus on rajoute une contrainte, une incertitude réglementaire, eh ben, ils ont peur. Enfin, Eh ben, oui, vous voulez réagir. Un dernier point sur quelque chose il faut être extrêmement vigilant, c'est sur les impacts environnementaux du stockage. Aujourd'hui, la batterie est attaquée de toutes parts sur notamment les conditions d'extraction des minéraux, du lithium, du cobalt, etc. Et donc, il faut être extrêmement vigilant sur l'impact tout au long du cycle de vie des batteries, puisque c'est censé améliorer l'intégration des ENR, la mobilité électrique, etc. Et donc, la filière doit être absolument irréprochable là-dessus. C'est pour ça qu'il y a des initiatives comme Northvolt, par exemple, qui est un gros fabricant de batteries suédois, qui justement gère de bout en bout toute la chaîne de valeur. On voit qu'on aura du coup l'occasion de reparler du sujet. En tout cas, on est à un point d'inflexion, on sent que ça démarre, mais avec encore plein de points d'incertitude à régler. Merci en tout cas de nous avoir déjà aidé aujourd'hui à poser le débat et la question. Et puis merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Et je vous dis à bientôt sur le plateau TV d'Énergie Positive. Merci. Merci Thomas. Merci.